Bonjour à toi Chad, bonjour à toi l'Académie du Monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, le sujet sont les animaux totems. On va parler des animaux totems, on va expliquer certaines nuances, parce que quand on parle de... Certaines personnes pensent avoir plusieurs animaux totems, c'est pas exactement ça. Bonjour à toi Travel Neverend, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais expliquer un peu le principe des différents animaux, totems, gardiens, guides, etc. Donner deux trois techniques pour capter son animal totem, entre autres. Ça va et toi? Du coup, quand on parle des animaux totems, qu'est-ce que vous en savez, d'après vous? Parce que c'est intéressant d'échanger, c'est intéressant de voir effectivement quelle est votre vision sur cela. Pour vous, c'est quoi un animal totem? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Agnès. Euh, donc, quel est-ce que c'est un animal totem pour vous? Ça serait une question que vous me répondez en commentaire, avant que je développe en tant que tel le sujet. Parce que l'animal, enfin, totem, c'est un mot qui est d'origine amérindienne, d'accord? C'est un mot qui nous vient d'outre-Atlantique. Euh, Tu ne connais pas du tout ce thème, ok. Ok, bah écoute, tu vas apprendre des choses. Faut savoir que le totem, le totémisme, c'est-à-dire c'est une pratique, d'accord? On va beaucoup plus parler, dans certaines autres contrées, de métamorphose ou de d'imprégnation. C'est le mannerisme. En fait, bonjour à toi Bicool, bonjour à tous, bonjour à toutes. Sachez bel et bien que quand on parle d'animaux totems, on parle en vérité de quoi? On parle d'une énergie animale, d'accord? Non, le totéisme ne concerne pas que les animaux d'ailleurs. On peut avoir un totem qui n'est pas animal. La montagne peut être considérée comme telle, l'arbre, le soleil, tout ça. Même si on peut se considérer que ce sera de l'élémentaire. Ce sera en gros on va appeler ça magie élémentaire. Quand on parle de forces vives comme ça, d'éléments de la nature, on parle et de magie élémentaire. Quand on parle d'entités non physiques, enfin non physiques, en tout cas d'autres plans, qu'elles soient angéliques, qu'elles soient démoniaques ou divines ou autres, on va parler de conjuration, conjurer, magie de conjuration. Quand on va après parler de tout ce qui va être la perception des autres plans, la voyance, tout ce, c'est la projection d'autres dimensions, là, ça désigne spécifiquement ce qu'on va appeler la magie mentale, qui implique beaucoup de choses, magie psychique. Tous ces types de magie, en vérité, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et en gros, quand on parle de la magie totémique, on parle donc de ça. On parle du fait de s'associer à des énergies liées à des animaux, liées à des forces de la nature. Ok? Les animaux sont des incarnations de certaines énergies. L'animal va incarner un mystère, un code dans la nature et une fonction. Si on regarde bien, chaque animal ont des environnements dans lesquels ils vivent, des régimes alimentaires, une apparence, des caractéristiques, des rôles qu'ils tiennent dans la chaîne alimentaire et dans l'habitat, dans l'écosystème. Chaque animal joue un rôle. De l'abeille qui pollinise les fleurs, au ver de terre qui, justement, bonjour à toi, rétrovalet, au ver de terre qui farfouille dans la terre et qui aère les sols, passant également par d'autres animaux, comme ceux qui vont beaucoup plus être herbivores, qui vont manger des herbés en fait, et limiter une propagation trop abondante de végétaux à certains endroits, qui vont manger également des fruits, des fécaux, et de cela, ça va justement nourrir les sols. De la même manière que les prédateurs, qui vont chasser ces mêmes animaux, éviter qu'il y ait une surpopulation qui va détruire l'environnement, etc., etc. En vérité, chaque être a des fonctions, des caractéristiques et des capacités.
Chaque être humain possède en lui-même ce qu'on appellera un animal totem. C'est-à-dire que c'est un animal avec lequel vous êtes en symbiose. Parce que vous êtes son reflet sous forme humaine, d'accord? Il est votre reflet sous forme animale. Chacun de nous a un animal totem. Mais il n'y a pas que les animaux totems en tant que tels. Il y a ce qu'on appellera les animaux gardiens. Animaux guides, animaux alliés et animaux de soutien. C'est 4 caractéristiques en plus du totem. Parce qu'on n'a qu'un seul animal totem. Le reste, ça sera soit des guides. Quand on parle d'animaux guides, on parle de quoi? En vérité, il y a des animaux qui vont vous apparaître à des moments de votre vie, soit en rêve, soit dans la vie éveillée, qui seront, que ce soit l'animal physiquement, ou... Non, tu n'as rien raté, Masai, bonjour à toi. Que ce soit physiquement ou avec des représentations, d'accord? Bonjour Kimchi, bonjour à tous et bonjour à toutes encore une fois. Merci d'aimer le live. Comprenez bien que quand on parle donc de cela, il faut savoir qu'on a donc les totems, qui sont l'essence propre et profonde d'une personne. Bonjour à toi Frédéric. Nous avons des totems. Le mot est tellement rentré dans le langage courant que ça devient un peu plus facile de l'appliquer comme ça. Le totem est une chose qui est profondément ancrée en un individu et ça dénote sur sa personnalité, son comportement et sa vision des choses. D'accord? Par contre, il y a ce qu'on appellera des guides. Il y a des animaux que tu vas voir dans certains moments. Moi, je sais très bien que le corbeau est un de mes animaux guides. C'est-à-dire que quand je vois un corbeau, c'est surtout quand je fais certains rituels, j'entends les croissements du corbeau. Je vois d'un corbeau qui vole. Ça me confirme des choses. Ça, c'est un exemple. Donc, ce sont des guides, des références. Dit Marine. Intéressant. Bonjour à Cononville. Ouais, oui, les animaux guides, ce sont donc les manifestations de ceux qui vont te guider. Il y en a plusieurs. Tu peux avoir même 5, 6 animaux guides. Mais il y en aura toujours un certain nombre qui vont être déterminants et vont toujours te donner une information. Après, il y a les animaux gardiens. Il peut arriver que tu fasses des rêves dans lesquels on t'attaque, par exemple, parce que oui, ça arrive, et il peut y avoir un chien qui vient te défendre. Ça peut être ou un loup ou n'importe quoi d'autre comme animal. Ce n'est pas ton totem forcément, mais c'est un animal gardien. Et les animaux gardiens, comme les guides, hein. Chaque âme qui vient s'incarne avec un certain nombre de forces avec elle en affinité. Il y a des énergies qu'on reçoit de notre ascendance, de nos ancêtres. Il y a des énergies qu'on travaille et on obtient cette connexion. Et il y a aussi des forces qui ont été préétablies pour nous encadrer. Donc les protecteurs, c'est ça. Ils nous protègent. Ça peut aussi être que il va te protéger dans le rêve, mais il va également te protéger dans le physique. Que par exemple, il y a des gens comme ça, comment dire, sur la route, imaginons, euh, l'énergie n'est pas simple à travailler. Ça dépend. Les seuls dont je rêve sont les chats, mais j'en ai donc, ça doit jouer. Aussi, mais le chat est un portail entre les mondes dans tous les cas. Mais il y a des gens, par exemple, au moment d'avoir un accident, ils vont voir un papillon. Et systématiquement dans leur vie, ils vont voir un papillon à des moments clés et cet animal va les protéger. Ça sera pas simplement un guide, ça sera surtout un protecteur. C'est que ils vont, par exemple, s'arrêter, éviter un accident. Ou toujours, c'est-à-dire que l'animal guide et protecteur, ça se mélange un peu. Quand on récupère son étoile, comment on le ressent? Ça, c'est un sujet que je développerai peut-être plus tard. Donc on a les protecteurs, on a les guides, on a les animaux de soutien. C'est-à-dire que c'est des animaux totems qui vont, par exemple, être des initiateurs. Effectivement, tu peux avoir des animaux qui viennent dans tes rêves régulièrement ou que tu vois souvent en visualisation. Ça peut être différents animaux. Moi, je me rappelle qu'un de mes animaux soutien, c'est le sanglier, par exemple. Le sanglier qui incarne l'énergie d'aller dans les profondeurs, de creuser. C'est l'énergie qui fait avancer, qui ne s'arrête pas, qui incarne cette force-là. Et en gros, ça m'a aussi permis de travailler la maîtrise de mes impulsions, la maîtrise de mon tempérament et de mon impulsivité. Par exemple, l'animal de soutien va donc t'apprendre des choses. Et le guide va te montrer des choses. Le protecteur va t'épargner des choses, va te protéger littéralement. Et après, il y a ce qu'on appellera, dans un rêve, il y a un singe avec des plumes de perroquet. Ça peut être une forme symbolique, ça. Après, il y a ce qu'on appelle les animaux justement alliés. C'est-à-dire qu'avec eux, tu vas tisser des alliances. Il y a des gens, tu découles d'une certaine tribu, d'une certaine famille, tu as par défaut telle entité. Bonjour à toi, Bougie. L'animal est une entité aussi, hein. Simplement qu'elle est incarnée. Mais il faut bien comprendre que, fondamentalement, quand on parle d'être d'animal allié, c'est-à-dire que nous avons des alliances que nous pouvons faire nous-mêmes ou qu'on a fait avant qu'on naisse, nos grands-parents, merci la publication Lumra, etc. Ce qui fait que, naturellement, bonjour à toi, Ouéardouré,
nous avons toujours des entités qui nous accompagnent, des animaux qui nous accompagnent. C'est-à-dire que les compétences de l'araignée, par exemple, comme animal allié, ça sera le fait qu'elle peut tisser des toiles. La toile représente le fait de créer un plan, une structure énergétique, comme le fait de se dissimuler. Tout ça, ça peut jouer, donc, effectivement. Donc, en gros, voilà un peu comment on peut expliquer de base. Donc, animaux alliés, animaux protecteurs, animaux guides, animaux, animaux de soutien, animal donc initiateur, si vous voulez. Mais le totem, spécifiquement, c'est autre chose. On n'a qu'un totem, mais le totem dit beaucoup de choses sur nous. Le totem, chacun de nous possède en lui son totem parce que quand tu as connaissance de ton animal totem, tu as connaissance en vérité de ce qui t'anime comme énergie. Chacun de nous a un totem qui dit beaucoup de choses sur ton tempérament, sur tes caractéristiques physiques, etc., etc. Exemple tout bête. Quelqu'un qui a comme totem le buffle. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à avoir de l'appétit. Quelqu'un de protecteur. Quelqu'un qui peut aussi avoir un tempérament explosif. Et donc, c'est une personne qui devra faire attention aux problèmes d'hypertension, les problèmes de cœur de bœuf, les problèmes, parce qu'il y a donc une correspondance physique qui s'engendre, les problèmes de colère, la gestion de ses émotions. Le fait que c'est une personne qui aura peut-être tendance à avoir de la force physiquement, quelqu'un d'assez fort. Les gars qui ont le totem du buffle là, c'est des gars costauds. C'est-à-dire que les caractéristiques de l'animal totem transparaissent dans le physique de la personne, dans sa psychologie, dans sa nature émotionnelle, sa volonté, tout ça se transmet dans son aura. Comment est-ce qu'on connaît l'animal totem? Il faut savoir que déjà, l'animal totem se révélera par différents moyens, par les rêves, par la méditation, mais c'est à vous de travailler déjà à conscientiser ça. Par la méditation, vous allez pouvoir stabiliser votre esprit et vous allez pouvoir visualiser des choses. Une des manières de travailler avec l'animal totem, c'est d'appeler les forces en adéquation. Donc, en gros, on utilise les énergies élémentaires pour qu'elles nous aident à révéler ça. C'est-à-dire, on les invoque. On invoque l'eau, l'air, la terre, le feu et l'éther pour qu'ils nous donnent l'accès à ces énergies, pour qu'on puisse tout simplement se reconnecter à notre nature de totémique. Il faut bien comprendre un truc important, c'est que, bonjour toi Cécile, l'animal totem est lié aux énergies naturelles, ce qui veut dire que tu peux méditer et chercher ton animal totem, oui, c'est bien. Mais il faut absolument en fait, te reconnecter intensément aux énergies naturelles. Renforcer cette connexion parce que c'est ça qui va te donner l'aptitude en fait, tout simplement. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Merci aux personnes qui tapotent live. Merci Lumra. Merci à tous et à toutes. Merci Cécile. Merci à tout le monde qui tapote le live, qui le partage, republie, s'abonne, font des cadeaux. Merci Massaï. Du coup, il faut comprendre que le rat a-t-il l'énergie? Oui, le rat a beaucoup de vertus, même si chaque animal a également ses vices. Il faut savoir ça. Mon animal totem, c'est le cobra. C'est-à-dire que le cobra, pour donner un exemple concret, justement, pour que les gens vont voir plus simplement. Le cobra des forêts du Cameroun, justement. Face blanche, corps noir. Le cobra est un animal qui va incarner certaines énergies, ok? Le cobra est lié au soleil. D'où le fait que j'ai une forte affinité avec les entités solaires, par exemple. Le cobra, il est lié à l'énergie qui se dresse. Donc, il est lié à une énergie, justement, liée à la fierté, liée à la dignité. Et moi, je le reconnais concrètement que j'ai de l'estime de moi-même et que je ne tolère pas le manque de respect. C'est-à-dire que ça va assez bien avec mon totem. Deuxièmement, il y a le fait que le cobra est très agressif quand on le est territorial, en fait. Mais il est aussi assez calme, paradoxalement. Ce qui fait que il ne va pas t'attaquer immédiatement, mais si il voit que tu commences à le déranger, il va te frapper. Mais il frappe pas n'importe comment aussi. Et ça me représente bien. Je suis pas quelqu'un qui attaque n'importe comment, mais quand j'attaque, je fais mal. Et c'est ça, c'est comme mon totem. Le cobra aussi a comme caractéristique de se nourrir aussi d'autres serpents. Par exemple, de, de consommer les serpents plus petits, entre autres. Donc, dans ce cas-là précis, ça fait écho au fait que moi, je combats les mauvais sorciers. Moi, j'ai des compétences occultes, je m'en prends à ceux qui en ont, qui font le mal avec. Donc, ça renvoie à l'idée du serpent qui mange d'autres serpents.
le venin du cobra qui est neurotoxique et qui frappe très mal, qui crée là-bas, ça fait aussi écho au fait que quand moi je frappe, ouais, ça fait des dégâts, simplement. Et que je n'ai aucune retenue si quelqu'un me montre qu'il est prêt à en découdre. Donc, on peut voir les caractéristiques liées à ce totem dans ma vie, dans mon comportement, dans ma façon de voir les choses. Physiquement, je suis quelqu'un d'assez souple, par exemple, comme le cobra. Le fait est que je peux aussi avoir la rapidité, la force. C'est-à-dire que le cobra, c'est un animal qui, justement, est assez fort pour pouvoir se dresser sur lui-même. Donc, tout ça, ça permet de voir que le totem influe donc sur la nature physique, psychologique, émotionnelle, spirituelle. Et les entités avec qui je suis en travail sont souvent associées au serpent. Les insectes ont aussi une énergie protectrice. Oui, effectivement, le mamba est venimeux. Oui, bah. En fait, quand tu as un totem qui est associé au serpent, il faut comprendre que ça veut dire que tu as une énergie qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dises aussi. La bouche, la langue. Ça peut donner quelqu'un qui a un double langage. Ça peut donner quelqu'un de... euh, quelqu'un peut avoir une parole qui n'est pas toujours claire, qui est un peu en filigrane, mais ou quelqu'un de menteur. Mais ça veut dire que chaque totem t'implique de devoir faire attention à certaines choses. Le totem du cobra et des serpents en général veut dire que tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que tes paroles peuvent vraiment blesser, et pas que psychologiquement. Ça donne souvent une très grosse connexion au plan spirituel. Ça donne une énergie qui est favorablement liée à, à la régénération également. Ça vous donne la capacité de pouvoir sans cesse se remettre en question, se perfectionner, etc. D'où la... Ouais, effectivement, chat, effectivement. Le fait est que, par exemple, le cobra, c'est un animal qui est territorial. Genre que, et c'est un animal, il a besoin de son territoire. Moi, je suis quelqu'un, je peux vivre avec les gens, mais j'ai besoin d'avoir mon coin à moi. Je ne tolère pas beaucoup d'individus autour de moi. Bon, à part ma compagne, bien entendu. Mais sinon, c'est assez limité. Parce que, justement, mon totem implique que je suis territorial. C'est-à-dire que je ne vais pas beaucoup aimer qu'on vienne s'introduire dans mon espace. C'est-à-dire que même des fois, quand je me mets à méditer, ce qui va se passer, c'est que, ou autre, quand quelqu'un va venir peut-être venir s'approcher, ça peut m'agacer assez facilement. Parce que mon espace, pour moi, est sacré. Coucou, moi, durant un voyage à Manille, j'ai vu un privert qui s'est changé en faucon. Hmm. Le faucon, c'est un animal puissant parce qu'il incarne la vision claire, la vitesse. Et le faucon aussi, ça donne un côté calculateur, par exemple. Ça fait que tu peux voir les opportunités et frapper. La... Comment on appelle ça? C'est fort la parole, ça peut tuer, c'est loin. Au plaisir, Sabrina. Effectivement, on peut avoir des amis dans le... On peut avoir des amis dans l'occulte, mais bon, ça implique toujours de la méfiance parce qu'on ne sait jamais quelles sont les intentions, comment la tête d'une personne va tourner et qu'est-ce qui va s'en suivre. Mais il faut bien comprendre que fondamentalement, chaque animal a ses avantages, chaque animal a également ses inconvénients. Le thème, c'est la chèvre, je suis interdit d'en manger. Oui, ah oui, chose importante, effectivement, grâce à ce que tu dis. Euh... En fait, il faut bien comprendre une chose. Ton totem, tu as des interdits qui vont avec. Chaque totem a des avantages, des inconvénients, des choses à devoir gérer. Quand tu connais ton totem, tu ne manges pas de cet animal. Parce que le manger, c'est te manger toi-même. C'est-à-dire que ça fait baisser ton taux énergétique, ça te fragilise. Le totem a des avantages. Quand tu connais ton totem, il est plus facile de projeter ton énergie, même pour les sortir hors du corps. Parce que vous allez remarquer que dans beaucoup de mythologies, notamment la mythologie hindoue, ils ont tous une monture. D'accord? Shiva a Nandi, son buffle. Vishnu a Garuda, l'homme aigle. Chacun ont une créature, un animal qui leur sert de monture, de, de Vahana, je crois, c'est comme ça qu'on les appelle. Le fait est que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'animal est ta partie sauvage, mais cette partie-là, elle te permet de te déplacer dans les autres côtés. C'est ça qui développe l'intuition aussi. Donc, on a besoin de l'animal pour voyager dans notre monde. Par exemple, moi, le cobra fait que j'ai une très grande sensibilité.
Si vous ne le saviez pas, les serpents sont très sensibles aux sons, vibrations, etc. Le fait est que, par conséquent, l'animal totem te donne des aptitudes qui vont de pair avec l'animal avec qui tu es en affinité. Comme j'ai dit, l'interdit alimentaire, il est clair, on ne mange pas de son totem, parce que sinon ça te met dans des problèmes. Après, libre à vous d'essayer, hein. Franchement, c'est à vous qui voyez. Deuxièmement, il faut savoir que il y a des choses à éviter. Par exemple, si ton totem c'est la chèvre, comme c'est crasseux, j'ai vu. La chèvre est un animal qui incarne la purification. La chèvre, elle a la tête avec les cornes, elle est donc connectée à d'autres plans. Ah. Donc, ils ont une nouvelle vision, les serpents. Oui, le serpent a une bonne vision. Dire, faut pas faire attention aux individus nuisibles, useurs. Dire que ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent juste passer leur chemin, tu sais. Je ne sais pas pourquoi certains signent malgré tout. Bref. Le fait est que quand une personne est consciente de son totem, merci à toi, Lumra, quand une personne est consciente de son totem, hum, il y a des avantages qu'elle en tire au niveau de ses capacités occultes, au niveau de sa vie. La chèvre incarne, comme j'ai dit, la purification, elle incarne la force de connexion d'autres plans. C'est un animal qui, justement, te dit également certains comportements à avoir. Ok? Si, par exemple, toi, vu que tu es chèvre, tu veux te mettre en couple avec une go qui est, par exemple, panthère, c'est pas une bonne idée. Parce que l'énergie que tu possèdes, toi, ne va pas correspondre à l'énergie de la personne en face. C'est ça aussi le truc. Si tu es gazelle, si tu es tous les animaux un peu comme ça là, tu dois éviter de te mettre là où il y a beaucoup de combats et de confrontations. La gazelle fait quoi? La gazelle fuit. Elle ne reste pas là où il y a la bagarre. Et a raison. Parce que c'est le genre elle peut mourir bêtement. Oui. Ça définit également. En fait, c'est genre que c'est un peu comme si. Ceux qui ont déjà joué à des jeux vidéo là, c'est comme si tu avais ta fiche de personnage, tes stats. Donc ton totem dit déjà des choses, des capacités que tu possèdes. Comment dire ça? Quelqu'un qui a par exemple un totem comme le gorille, c'est quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui doit aussi faire en sorte d'apprendre à maîtriser sa force. C'est quelqu'un qui peut très bien bagarrer. C'est le genre que tu as un problème avec lui, même au niveau mystique. Le gars va te taper, tu vas le sentir passer. Ou physiquement, même le gars peut te cogner, tu vois, tu le sentiras passer. Il faut bien comprendre que si ton totem est par exemple l'éléphant, c'est quelqu'un qui va être dur à abattre. C'est quelqu'un de solide, mais c'est quelqu'un dont la colère est terrible. C'est-à-dire que de la même manière, quelqu'un si c'est la tortue, tu vas te fatiguer, même la personne elle va toujours rester debout. Tu envoies même 10 sorts, la personne est toujours là. Parce que ton totem est robuste, très robuste. Hmm. Donc effectivement, ça c'est des éléments à comprendre. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de tapoter live, merci Lumra, merci à toutes les personnes qui le republient, qui s'y abonnent, qui font des cadeaux, qui le partagent et qui le commandent dans le respect et la bonne humeur. Donc du coup, l'animal totem donc, c'est une force qui s'éveille principalement par la connexion aux énergies naturelles. Le totem ne pourra pas apparaître comme ça. Il va falloir que vous développiez une connexion approfondie avec lui. D'accord? Bonjour, comment c'est quoi notre totem? Bonjour Melia. En fait, pour connaître ton totem, déjà, il faut déjà en gros que tu pratiques tout ce qui est méditation et magnétisme. Il faut que tu charges ton corps d'énergie naturelle. En te chargeant d'énergie naturelle, tu obtiendras forcément un contact avec l'identité auquel tu es connecté. Il y a des mangas comme ça, comme Naruto, d'accord? Dans lesquels ils vous montrent qu'ils font mode ermite. Mode ermite, c'est quoi? Tu te charges d'énergie naturelle et tu prends les attributs du totem auquel tu t'es connecté. Pour Naruto, c'est le crapaud. D'accord. La grenouille, le crapaud, c'est un animal qui incarne le fait de pouvoir sauter. C'est-à-dire qu'il peut passer d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que c'est l'énergie d'un être qui peut tout simplement se déplacer avec fluidité dans la terre et dans l'eau. Ça veut dire qu'il n'est pas enfermé dans un monde. Il est libre de se déplacer comme il l'entend. De la même manière, il chope ses proies à distance. Bon, ça peut indiquer dans le personnage qu'on voit, parce que chaque œuvre est symbolique, d'accord? Merci Lumra. Chaque œuvre a des mystères qui lui sont associés, ok? Euh, Quand on voit Naruto dans ses interactions sociales, c'est quelqu'un qui touche facilement le cœur des gens.
sans forcément le vouloir. C'est-à-dire que le crapaud, on voit sa langue comme ça, il touche. Lui aussi, il a le fait de toucher les cœurs, même à distance. C'est-à-dire que il a un rayonnement, un truc comme ça. Ceux de l'Équateur, quand l'enfant est né, on baigne le dans l'eau et des eaux de gorille. Oui, ça c'est chez les Bassa, ils font beaucoup ça. Chez les Bassa au Cameroun et autres, et je sais que c'est pas qu'au Cameroun, on prend un fémur de gorille, on le met dans de l'eau chaude, d'accord? Et on masse l'enfant avec cette eau-là et ce fémur. L'enfant grandira, il va devenir solide. Ses os ne se casseront jamais. Comme le gorille. C'est une pratique de la magie totémique. Parce qu'on a un animal totem. Mais quand on pratique avec les animaux, c'est principalement pour obtenir leur vertu et leur capacité. Oui, parce que si on fait une magie totémique comme ça, c'est-à-dire que c'est l'enfant là, tu t'assures que tu ne pourras pas casser ses os. De la même manière, il y a des techniques comme ça où on va donner à manger certains aliments à un enfant. Par exemple, le chien. Le chien est un animal qui incarne la protection. Si tu manges du chien avec certains rituels, tu imprègnes la protection en toi. Ça fait que naturellement, tu auras les capacités de pouvoir tout simplement résister aux attaques, que même spirituellement, ce ne sera pas facile de te toucher. Autre chose importante à noter, il y a le fait de consommer la chair de l'animal, il y a le fait de porter des griffes, des crocs, des cordes, de la fourrure, etc. Il y a les enfants, dans certaines tribus, on les enroule dans une fourrure, par exemple des léopards. Le léopard, c'est un animal qui incarne la sagesse, l'initiation, le fait de pouvoir frapper avant même d'être vu. Ok? Il est caché. Ça veut dire que l'enfant, là, il est déjà mis dans l'énergie de pouvoir se dissimuler, qu'on ne puisse pas facilement le détecter. C'est ça le truc. Il y a beaucoup de magie totémique. Comme il y a des rituels comme ça où on va prendre une corne de buffle ou d'autres animaux, on va la réduire en poudre. Et on pourra faire des incisions au niveau de certaines parties du corps. Et on met la poudre là avec certaines plantes. Le but, c'est que justement, le buffle étant un animal fort et robuste, la plante qu'on va utiliser, ça dépend après. Ça dépend après d'où. N'étant pas un expert, je vais éviter de trop me prononcer là-dessus. On va mettre ça dans ton corps. L'incision fait que on met dans ton sang, dans ta chair directement. Et on met certaines. Le principe actif fait que tu vas avoir donc la protection du buffle. Ça agit au niveau physique, ça agit au niveau spirituel. Après, il y a toujours des spécificités. Si on veut plus que ça agisse au niveau spirituel, on fera certaines choses. Si on veut plus que ça agisse au niveau physique, souvent on fait que c'est équilibré. C'est comme, on va dire que si tu es malade, très malade, il y a des choses comme ça au Cameroun où on va te donner à manger le chat. Parce que le chat est un animal qui est souple. C'est-à-dire que c'est un animal qui a pour caractéristique principalement d'être un portail entre les deux mondes. Et on va dire, vu que par exemple, quelqu'un qui est victime de maladie est littéralement entre la vie et la mort, parce que même si tu n'es pas en danger de mort quand tu es malade, des fois, tu es toujours entre les deux mondes. Ce qui veut dire que en prenant la chair du chat, ça te permet, avec aussi certaines pratiques, de te repositionner pour revenir dans ce monde. Quelqu'un qui a un totem lézard, ça existe, hein. Le lézard, c'est quelqu'un qui, en gros, c'est un animal, quand tu le vois, il bouge très vite. Il est calme, il bouge d'un coup. Il faut comprendre que l'analyse totémique passe par l'observation du comportement d'un animal. En observant l'animal, on peut comprendre le mystère qu'il porte en lui, l'énergie qu'il porte en lui. C'est c'est un peu ça qu'il y a à comprendre. L'animal porte un mystère. L'animal porte une énergie. Il faut pouvoir l'analyser et la comprendre. Parce que les attitudes de tel ou tel être te disent quelle est l'énergie qu'il porte en lui. Quel est l'élément qu'il porte en lui. Par exemple, la poule. La poule est liée au feu. La poule est liée à une énergie pyrique. Quand vous regardez l'animal, elle ne vole pas. Elle est liée à la flamme. D'accord? Comme une flamme brûle toujours à partir du sol. Quand vous regardez l'envolement de la poule, elle fait un après elle retombe. Quand si tu regardes un feu de camp ou un feu de cuisine, tu vas voir quoi? Il y a des petites braises qui sautent comme ça tombe. Comme la poule fait. Et tu regardes les couleurs. Tu regardes la couleur, justement. Il y a du rouge, une crête rouge, ce genre de choses.
Ça te montre bien que l'être en question est associé à une énergie de feu. Le coq, quand il y a le soleil qui vient, il crie. Il accompagne la venue du soleil. Ça vous montre que son énergie est aussi liée au feu. Durant une nuit, lors d'un rêve, le CGVG, le dragon, tout doré. Le dragon, lui, c'est-à-dire c'est une énergie qui est liée au serpent, au crocodile, et qui est liée tout simplement aux énergies cosmotelluriques. C'est lui qui incarne les forces souterraines, les forces célestes, etc. Je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi ici, c'est pas. Bah, un dragon, c'est toujours synonyme d'énergie brute. Quand il est blanc et doré, le blanc, c'est la couleur, c'est pas vraiment une couleur, mais bon. C'est le principe du passage d'un état à un autre. Le doré, c'est le principe d'une complétude, d'une pureté, d'une stabilité. Dragon, blanc et doré, donc ça a une bonne symbolique, une bonne énergie. Donc il faut comprendre que quand on vous parle de totémisme, on parle donc d'une science qui va assez largement. Parce que la science du totémisme se fait par l'alimentation, par le vêtement, par le respect de certains interdits. Aussi, vous allez voir que le totémisme s'applique à l'échelle des nations. La France a son totem, l'Amérique a son totem, l'Inde a son totem. Vous regardez quel est l'animal national. Vous savez que l'aigle, la tête blanche, là, qu'on trouve aux États-Unis, notamment, si tu as le malheur de le blesser ou de le tuer, on va te mettre en prison. Là, j'ai mon PC qui charge. Mais il y a une loi comme ça, du que amuse-toi à faire ça, tu vas voir. Il est interdit de le chasser, interdit de le blesser. Mais pourquoi? Parce que c'est son totem. On ne blesse pas le totem de quelqu'un, sinon on le blesse lui. Il y a des pratiques totémiques où la personne projette son totem aussi. Il y a des gens comme ça. Genre, en fait, c'est-à-dire que quelqu'un envoie son totem, par exemple, chasser. Ou épier, faire des choses comme ça. Un totem, donc, c'est-à-dire que c'est une énergie. C'est un animal auquel tu es lié. Enfin, c'est pas nécessairement un animal. Mais un totem, c'est-à-dire que c'est un être auquel tu es lié, auquel tu partages des affinités et qui te donne des capacités. Le totémisme naturel fait que quand tu vas manger quelque chose, tu nourris ton totem. Il y a aussi des alimentations que, en fonction de ton totem, va falloir éviter. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci de partager et de aimer le live. Merci à tout le monde, merci à tout le monde qui aime le live. Alors, moi, mon totem, c'est le cobra. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Le cobra, bah, si on regarde mon totem, le cobra, lui, il est très sensible aux vibrations. Ce qui fait que, par extension, moi, j'ai un sens du toucher et des sens assez aigus. Ce qui fait que je détecte facilement s'il y a certaines choses autour de moi. Les interdits, oui, tu vois, tu comprends mieux. Bonjour à toi, Santia. Les interdits ne viennent pas de nulle part. Les interdits ont toujours une fonction. La fonction de te protéger et de te garder en bonne vitalité. Il y a différents niveaux de pratique associés au totem. Quand tu maîtrises bien ton totem, tu peux l'envoyer faire des choses. C'est là où on va parler de l'évou. Quand on parle de l'évou, bonjour Renaissance ancestrale. Bon, j'imagine qu'il est peut-être tard chez toi, hein. Quand on parle de l'évou, c'est la partie primitive qui est en vous. Le l'évou va prendre la forme du totem, parce que l'évou de base n'a pas de forme. Et donc, la forme que va prendre, la forme va prendre justement ton totem, va avoir littéralement un certain but. Il y a des gens, ils chassent avec leur évou. C'est-à-dire que quelqu'un, il envoie son totem à chasser. Ça peut être une panthère, il va ramener le gibier. Mais si on blesse... Ah, pas de souci, ouais, c'est-à-dire que si on blesse le totem de la personne peut mourir. Parce que justement, il y a un lien éthérique entre les deux. Tu ne peux pas blesser le totem sans risque de blesser la personne. C'est donc pour cette raison que les pays qui ont leur totem vont pas accepter qu'on leur fasse du mal. Comme je parlais du cas des États-Unis, que les États-Unis ne peuvent pas accepter que tu fasses du mal à leur totem, c'est impossible. Parce qu'ils savent que si tu blesses le totem, tu les blesses eux. C'est un crime fait. Est-ce que c'est un crime fédéral? Peut-être, je sais plus. Mais vous voyez donc le niveau. C'est-à-dire que, et vous allez voir que dans les équipes
même de football ou autre, il y a un animal qui est choisi. En fait, pas que toujours un animal, mais souvent. Parce que le totem, ce n'est pas forcément toujours un animal. Ça peut être autre chose, mais vous voyez qu'il y a toujours ce principe. Le totémisme appliqué un peu partout. Dans toutes les associations, dans tous les trucs, il y aura toujours un symbole qui sera employé, un animal qui sera désigné pour. Parce que oui, le totémisme, c'est donc cette science, c'est cette science primordiale, c'est l'une des premières. Les humains se sont rendus compte que, en eux-mêmes, vivent euh, en eux-mêmes vivent des énergies, d'accord? Et qu'en regardant l'animal, ils peuvent retrouver les mêmes énergies en eux et avoir les capacités que l'animal a. C'est-à-dire, c'est des choses qu'ils se sont rendus compte. Étrange, alors que le coq ne soit pas vénéré en France. C'est ça le problème. Il faut savoir que, normalement, quand tu as un totem, tu le protèges. Mais quand ton totem, tu ne le protèges pas, ça voudrait dire que le vrai totem de la France, c'est pas le coq, par exemple. Parce que oui, on n'est pas censé faire du mal impunément au totem d'une personne, au totem d'un pays. Il y a les animaux endémiques, bien évidemment, oui. Mais le fait est que, normalement, quand tu choisis ton totem, tu le protèges, tu le considères. C'est comme, regardez, chez les Indiens, à Bharat, qui est le véritable nom de l'Inde actuellement. Vous ne pouvez pas faire du mal à une vache n'importe comment, hein. Parce que chez eux, la vache est sacrée. Parce qu'ils savent pourquoi. Chaque peuple a sa relation avec un animal, hein. Il sait pourquoi tel c'est son totem. Et ceux qui ont pour totem le serpent blanc. Bah, le serpent, en tous les cas, après ça dépend, parce qu'il y a différents types de serpents. Serpent blanc, c'est quel serpent? C'est ça le truc. Mais un serpent, c'est toujours synonyme de la régénération, c'est synonyme, si c'est un constrictor. Le serpent constrictor, c'est un serpent qui va incarner la force, qui va incarner en gros l'énergie qui se condense. Si c'est un serpent venimeux, c'est une énergie avec un grand pouvoir de réalisation par la parole, entre autres. Ça dépend. Bonjour à toi, Christine. Que la couleur de totem peut dire des choses, te renseigner, bien évidemment. Mais normalement, il faut comprendre que le totem que tu possèdes, il y aura son équivalent physique. C'est grâce à ça que tu pourras au mieux te connaître, au mieux comprendre ce qui te caractérise. Parce que oui, nous avons comment on appelle ça? Nous avons la représentativité et l'équivalence. Dans le monde immédiat, vous allez toujours voir la forme manifeste. Dans le monde invisible, spirituel de votre imaginaire, vous allez voir une forme qui ne sera pas toujours celle que vous verrez ici-bas. Il y a un dessin animé comme ça, Coco, pour ceux qui ont vu. Dans Coco, on voit à un moment donné qu'il y a une espèce de... Comment on appelle ça? Il y a une espèce de panthère avec des ailes, d'accord? Dans le monde de l'autre côté, le monde des morts. Et que quand il vient dans le monde humain, cette bête devient un chat. Pas un gros chat. Mais c'est un peu le fait que c'est un peu comme ça, c'est que la forme que le totem a dans le plan physique, c'est pas forcément la forme de ton totem dans son niveau mystique. Parce que moi, la forme physique de mon totem, l'animal qui donne la correspondance que je peux voir ici-bas, c'est comme si c'est le cobra des forêts du Cameroun. Donc noir avec face blanche. Tandis que quand je vais, par exemple, faire certains travaux mystiques, aller voir à l'intérieur de moi, je vais voir quoi, mon cobra sera rouge. Voir un cobra rouge incandescent, c'est pas très courant, on est d'accord. Mais voir le cobra noir en face blanche, c'est beaucoup plus courant. Tu as un seul totem, mais tu as des animaux qui t'entourent, qu'ils soient guides, protecteurs, soutiens ou alliés. C'est-à-dire que le totem, il est imprégné de toi et tu es imprégné de lui, et ta personnalité, ton comportement, même au niveau physique, tout se retrouve. C'est pour ça que, en fonction du totem d'une personne, on doit prendre en compte la manière dont elle doit interagir avec les autres. Il y a des gens qui ont des totems qui font qu'ils ne peuvent pas supporter le conflit. Il y a des gens que, s'il y a bagarre mystique, quelqu'un peut mourir bêtement. Parce que son énergie fait qu'il n'est pas habilité à ça. C'est-à-dire que lui, il va par exemple fuir. J'avais pris le cas de la gazelle tout à l'heure, mais il y a d'autres animaux comme ça. L'écureuil. L'écureuil n'est pas un animal qui va beaucoup combattre. C'est pas son truc. Il a d'autres compétences. Si tu le fais combattre, il peut mourir comme ça, hein. Donc, gardez ça à l'esprit. Connaître son totem. Salutations à toi, Medza.
Connaître ton totem est utile pour se protéger et se préserver. Parce que, effectivement, si tu ne fais pas attention, tu peux avoir des problèmes. Du fait que, si mon totem, par exemple, je sais pas moi, c'est la souris. La souris fait que j'aurais une intuition, une capacité, justement, à trouver des affaires. La souris, c'est l'abondance. Elle incarne la ruine aussi, hein. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que la souris se reproduit à grande quantité. Et là où tu vois des souris, il y a forcément à manger. C'est simple. Parce qu'elle ne va jamais s'installer là où il n'y a pas à manger. D'où le fait qu'on associe à l'abondance. Mais également, c'est une de ruine. Parce que quand les souris sont chez toi, elles gâtent tout. Les murs, les vêtements, tout. Ça devient des problèmes. Parce que oui, c'est un animal qui porte ces deux énergies en lui. Et donc, la souris signifie aussi certaines choses. Avoir beaucoup de souris chez soi, c'est synonyme de malchance. Parce qu'elles vont détruire ton lieu de vie. C'est également un signe de mauvais sort. Hein. Comme certains insectes, les fourmis. Si tu vois plein de fourmis, non, c'est pas bon. Surtout à l'intérieur de la maison. C'est pas bon. Elle, pareil, elle va incarner la ruine. De la même manière, si tu vois une fourmi, bon, encore ça va. La fourmi en elle-même va incarner la force et la résilience, le travail en groupe. La... Ouais, la détermination. Parce que la fourmi a beau être petite, elle peut soulever des choses bien plus lourdes qu'elle. Et donc, elle incarne le fait de pouvoir dépasser des obstacles aussi. Donc, dans certains travaux, certains rituels, les entités qu'on va par exemple appeler seront des animaux. Si tu ne connais pas une entité angélique, divine, élémentaire, démoniaque, avec qui tu es en affinité, tu vas travailler, tu appelles un animal. Je sais pas moi. Pour ceux qui suivent ma formation, quand tu vas par exemple créer un sort pour te protéger, etc., tu peux déjà appeler par exemple, la tortue ou le hérisson. Parce que l'hérisson là, c'est une boule de pique. Ce qui veut dire que c'est un moyen de te protéger et de repousser le mal. Bien sûr. Si par exemple je veux faire un sort, je veux frapper une personne qui m'a attaqué, ben, je peux décider sans aucun problème de lui envoyer la guêpe. La guêpe, c'est un animal que, on le sait, elle peut piquer à plusieurs reprises. Hein. La guêpe pique encore, contrairement à l'abeille où son domaine se détache. C'est pas le cas, la guêpe peut te piquer encore et encore. Pareil pour le frelon. C'est des animaux qui incarnent l'agressivité. C'est-à-dire que quand, par exemple, on va dire que tel c'est une guêpe ou je sais pas quoi. C'est une manière de dire que son énergie est très hostile. C'est-à-dire que la guêpe, c'est un animal qui va incarner aussi la protection. D'accord? La protection de son clan, la protection de sa famille. Mais c'est un animal qui va incarner justement aussi la rancœur. C'est-à-dire que c'est un animal un peu particulier. Les insectes disent beaucoup de choses. Les reptiles, les fauves, les bêtes à cornes, etc. Le scorpion, lui, va incarner le secret souvent. Le scorpion, c'est un animal que tu ne vois que rarement. Le scorpion peut incarner la rancune, c'est vrai. Il est associé justement à la solitude aussi, le scorpion. Quelqu'un qui est totem scorpion, c'est quelqu'un qui va bien aimer la solitude. C'est quelqu'un qui va bien aimer, justement, des choses profondes. Ça peut être des discussions profondes, ça peut aussi bien aimer un peu l'obscurité. Ça peut être des histoires de tueurs en série, tout ça. Les gens qui ont ce totem-là peuvent apprécier ça parce que c'est une énergie. On peut trouver des scorpions près des carcasses. Donc, un peu morbide, là, ça se trouve, là. C'est une énergie aussi liée à ce qui est sulfureux. C'est normal, c'est l'énergie du scorpion. Quelqu'un qui a un totem comme le requin, c'est quelqu'un justement qui... C'est quelqu'un qui est fort, hein. Faut pas blaguer avec lui. C'est le genre de personne que... Il... Il ne t'attaque pas. Mais s'il t'attaque, ça va mal tourner. C'est une personne qui, justement, va frapper avec brutalité, mais d'un coup. C'est le genre de personne qui ne va pas s'énerver d'un coup comme ça. C'est quelqu'un qui, il va encaisser, attendre le bon moment. Mais quand il va frapper, ça va te surprendre. Parce que c'est un totem qui est aussi lié à la guerre, le requin. C'est quelqu'un qui a un totem requin ne doit pas manger du requin, par exemple. C'est quelqu'un que l'eau peut lui être utile. Il va avoir des facilités à travailler avec cet élément. Parce que le totem te dit également quel est ton élément aussi. Hein. L'animal que tu as va t'indiquer certaines choses. Par exemple, le léopard. Le léopard, il nage. Hein. Donc, le léopard, tout dépend de la posture, comment il t'apparaît. Il peut te désigner que tu as un lien fort avec l'eau. Tu peux voir un léopard qui grimpe comme ça. Ça peut te dire un lien fort avec l'air, avec les hauteurs.
Le léopard peut aussi être lié au feu, parce que bon, les félins sont très liés au feu. Surtout, en fait, ça dépend de comment tu vas le voir t'apparaître. Il faut, comme je dis, méditer, chargez-vous d'énergie naturelle, magnétisez-vous, et appeler les forces élémentaires pour qu'elles vous ouvrent la voie. Et là, vous aurez accès progressivement à votre totem. Après, il y a des rituels plus élaborés, plus complexes, mais c'est le plus simple à mettre en place. Qu'est-ce que tu peux dire? Le tigre, c'est un animal de protection, c'est un animal de force. Le tigre blanc, bah, quand un animal a la couleur blanche, ça peut signifier qu'il a un lien fort avec le domaine des ancêtres, par exemple. Mais le tigre, en tout cas, c'est synonyme ouais, de force, de combativité. Ça peut donner un lien donc avec l'élément feu. Le truc avec le tigre aussi, c'est que il a une énergie qui peut être dangereuse parce que c'est là aussi la colère. Oui, c'est la colère, mais c'est la protection. Donc forcément, c'est les deux. Le lion blanc. Bon, le lion blanc, c'est un animal associé au soleil. Automatiquement, si l'animal a tendance à être couleur blanche, il est souvent associé au feu. Ou un peu ou parfois à l'éther, mais souvent au feu. Le totem explique aussi le comportement de certains pays exactement. Oui, bien sûr. Ah oui, bah oui. Bah. Regarde, moi je vais prendre le cas. L'aigle, il faut regarder comment les USA font. On a la guerre en Iran actuellement. Qu'est-ce qu'ils font? Les gars ne font jamais la guerre chez eux avec toi. Hein. Ils vont toujours ailleurs. Et ils s'attaquent toujours à quelqu'un qui ne peut pas se défendre. L'histoire de ce pays nous montre que chaque fois qu'ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait un peu se défendre, fini. Ils ont tendance à privilégier quoi? Attaque aérienne, bombardement massif, rapide et brutal, comme l'aigle. L'aigle fera comme ça, paf, fini. Mais si ça s'éternise, ça va pas. Que ce soit le Irak, Afghanistan, Vietnam, vous le voyez, n'est-ce pas? Que dès que le pays en face a un peu de capacité pour répondre, la guerre s'enlise. C'est toujours comme ça, parce que l'aigle n'est pas un animal qui est fait pour le combat combat dans la durée. Il ne va pas faire un combat frontal. Il va attaquer, frapper par surprise, repartir. C'est aussi ça le truc. Ça donne une énergie calculatrice. Une énergie qui analyse l'adversaire avant de frapper. Bon, ça c'est le truc avec cet animal. La Russie, c'est l'ours. L'ours, c'est quoi? L'ours, c'est un tank vivant. C'est-à-dire que c'est une force qui est endurante. C'est une force qui supporte le froid, supporte les coups, qui est très combative et qui peut se montrer brutale. Mais elle nous montre bien. Regardez le comportement. Même l'attitude vous montre qu'il y a cette rugueur, cette qui est présente chez ces gens. C'est normal. Leur totem, c'est ça. C'est-à-dire que chaque pays a son totem et chaque totem va influencer. Des fois, le pays ne montre pas officiellement quel est son totem. Moi, je pense au cas de la France, parce que le coq, je suis pas sûr que c'est vraiment leur totem, parce que normalement, c'est un animal qui devrait être beaucoup plus considéré. Mais fondamentalement, quand tu regardes, ils ont des comportements qui sont comme cet animal. Hein. Le coq, il bombe le torse, même quand il n'a pas la force. C'est exactement ce que ce pays fait. Parce que le bull, le taureau, pas con, les risques peuvent chasser des années. Exactement, Kimchi. Ah, bien vu, Lumra. Mais effectivement, hein, effectivement, les gars peuvent supporter une galère qui n'a pas de nom. Parce que leur totem fait qu'ils ont une résilience. C'est normal. Imagine, toi, tu as un pays, leur totem, c'est le crocodile. Là, tu sais qu'il ne faut pas blaguer avec eux. Parce que le croco, c'est un animal qui est patient. Quand il frappe, par contre, il n'y a pas de possibilité que tu t'en sortes. Qu'est-ce que tu penses du loup? Un loup regarde au profond. Hum, le loup, c'est la force du clan. Le loup, c'est littéralement la vigilance, le gardien, le chasseur. C'est l'animal qui va incarner la stratégie, mais également la brutalité. C'est celui qui va avoir l'odorat, celui qui va donc trouver les solutions, trouver les chemins. C'est-à-dire que celui dont la voix porte, c'est un totem qui marque effectivement une grande force de clan, une grande force du groupe, un très bon instinct, un très bon sens pour se repérer dans la vie et dans les situations. Et bien évidemment, la capacité de lutter jusqu'au bout. Parce qu'un loup,
Si un loup, par exemple, est... On a déjà vu ce genre d'histoire. Quand un piège à ours attrape la patte d'un loup, le gars est capable comment on appelle ça, de ronger sa patte pour pouvoir se libérer, hein. C'est pour ça que certaines marques utilisent ce totem. Le dragon peut être un totem, oui, mais la particularité, c'est qu'il a sa correspondance physique toujours. Parce que le dragon lui-même n'ayant pas... Enfin, il fut un temps, il y avait ces êtres-là dans le plan physique. Eh bien, il faut comprendre que, n'étant plus forcément très présent sur ce plan-ci, on va avoir des équivalences. Le dragon, ce sera la forme mystique du totem. Mais sa forme physique sera toujours un autre animal. Souvent des reptiles. Le porc. Le porc, c'est un animal un peu particulier parce que le porc, c'est un animal qui va incarner justement l'illusion. Le porc, il a des sabots fourchus, si vous observez. Sabots fourchus. Mais il n'a pas de cornes. Donc, il incarne déjà une forme de tromperie. Il est lié à la lune. Sa peau brûle au soleil. Il incarne aussi une énergie qui ne réfléchit pas. Quand le porc charge, il ne réfléchit pas. Le porc avance comme ça. Il ne pense même plus. Il incarne également la voracité. Il mange, même jusqu'à ses propres gens, sans aucun souci. Donc c'est un animal un peu qui est considéré comme chaotique. Normalement, on dit que l'alimentation, manger du porc, ça ne doit se faire que dans certains cas. En cas de guerre, oui, on peut manger du porc. Parce que là, bon, il donne un gros apport en protéines, mais il donne cette même énergie, un peu de folie là. Exactement. Le porc ne lève jamais la tête vers le ciel. C'est pour ça qu'on va aussi associer à l'illusion et au chaos. Parce que il a la tête tournée et vers la terre uniquement. Il ne se tourne jamais vers le haut. Le caméléon, c'est un animal qui va incarner la métamorphose, la dissimulation et aussi la capacité liée à l'adaptation. La salamandre, pour répondre à la question, c'est un animal qui va incarner l'eau, mais également le feu. C'est un animal qui va incarner justement la résilience, la patience et la régénération. Les salamandres, c'est des animaux qui ont cette capacité à se régénérer. Donc, oui, ça c'est par rapport à ce que Bikoul disait. Le fait que les marques utilisent les animaux, ce n'est pas au hasard, hein. Pourquoi est-ce que Mustang a pris un Mustang, d'après vous, le cheval? Le cheval court longtemps, le cheval est fort, le cheval est rapide. Donc c'est pour ça qu'on a pris ça. Lamborghini, c'est le taureau. Le taureau, c'est une force qui avance, qu'on ne stoppe pas. Je me demandais si c'était la trace physique du dragon. Oui, les reptiles, les lézards, même le serpent. Il faut savoir que serpent et dragon sont associés, hein. Serpent et dragon. Crocodile, dragon. Lézard, dragon. Il y a des affinités, de toute façon. Même les oiseaux aussi. Tout ça là, c'est des éléments parmi tant d'autres. Vous allez voir que la marque que les gens quand quelqu'un prend une marque, il va choisir un animal qui va servir de stabilisateur à l'énergie et il va garder une certaine fréquence. Par exemple, j'avais vu tout à l'heure un message Congo, c'est le léopard. Bah, le Congo, justement, regardez que traditionnellement, les initiés, ils ont la peau de léopard. On ne mange pas son totem n'importe comment. On peut le manger, mais dans certains rares cas. Normalement, c'est même à éviter. Et on va pour avoir des caractéristiques de cet animal. Des dents, des cornes, des griffes, du pelage, ce genre d'éléments. Les initiés, traditionnellement, dans la tradition Congo, sont habillés avec la peau de léopard. C'est-à-dire que c'est un élément qui vous montre que c'est une base commune. Les léopards, c'est celui qui est caché et qui frappe. C'est l'éternel, en fait, c'est le roi véritable. Parce que c'est celui que on ne voit pas venir, celui qui est libre. Puis les bédiers aussi, oui, parce que, en fait, il faut comprendre que il y a une base commune, la zone des grands lacs que vous voyez là. La zone des grands lacs, c'est littéralement une énergie présente partout. Les bétiers écans, le groupe des écans, oui. C'est-à-dire que c'est une énergie qui, on a tous cette base commune au léopard. Dans le cas des pays africains, les totems de pays sont-ils bons? Mais bon, il faudrait revoir ça. Le Congo, le léopard, il n'y a pas de souci. Après, il y a les animaux endémiques. Lumra m'en avait parlé de ça en privé. Je ne sais plus c'est comment, c'est le zébu, je ne sais plus. L'animal. Je ne sais plus son nom. Parce que chaque animal a une certaine symbolique. C'est-à-dire que il faut voir, est-ce qu'on trouve cet animal sur son territoire? Parce que tu ne peux pas prendre un totem avec un animal qu'on ne trouve pas chez toi. C'est pas possible. C'est pas cohérent. L'okapi, voilà.
L'animal endémique, c'est quelque chose. L'animal totem, c'est autre chose. Donc oui, par exemple, si chez toi, on ne trouve pas les lions, mais toi tu mets le lion, c'est pas normal. Parce que il faut savoir qu'il y a une correspondance à mettre en place. On ne peut pas prendre une énergie qui n'est pas qui n'est pas en fait cohérente sur ton territoire. Pour les camers, c'est particulier parce que la résistance de ces gars-là. Ah, faut pas. En fait, pour le Cameroun, actuellement, on a le. Comment on appelle ça? Je sais que le totem qui a été désigné, c'est le totem du chef d'État, c'est le lion. Mais ce n'est pas forcément le vrai totem du Cameroun. Il y a une fierté manifeste, hein, oui, mais la résilience qu'on trouve chez le Camerounais, il faut chercher les autres cas. L'Angleterre, c'est parce qu'il faut savoir que ceux qui ont fondé cette terre là-bas, là, ce ne sont pas les Anglais que vous voyez aujourd'hui. C'était des Bantous qui ont migré comme partout sur la terre. Mais si un totem, un animal, c'est que c'est telle chose, c'est que ça, en fait, les armoiries d'une maison vous disent d'où ils viennent. On ne peut pas prendre un totem que tu n'as jamais vu, que tu n'as pas chez toi. C'est pas possible. Donc si tu vois en Europe un lion, il y avait des lions il fut un temps là-bas. C'est vrai. Mais il faut pas oublier que la noblesse de base là-bas était noire. Très longtemps. Je dis pas de bêtises, même jusqu'au 15e siècle. Il y avait encore pas mal de noirs ici. Après, il y a eu comme une épuration technique. Que ce soit le massacre des Cathares, celui également des... Comment ils appellent déjà? Ah, la Saint-Barthélemy. En fait, sous couvert de frapper les protestants, il y a eu une purge. Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu une purge. Et c'est pas qu'il y a eu ça en Europe, il y a eu ça dans le Moyen-Orient. Les Cananéens, les Sabéens, c'était des populations noires antérieures dans ces zones-là. C'était les premiers qui restaient là depuis. Les... Pareil, les premiers Kabyles étaient noirs. On se demande où est-ce qu'ils sont passés. Et justement, même en Asie, il y avait des populations, mais il y a eu des massacres aussi là-bas. Même je crois, en Amérique. Quand vous allez demander aux populations, on va dire, qui sont restées là-bas vers les Aztèques, il y a à comprendre qu'on vous montre bien que ils ont des représentations, par exemple des Olmecs. Tu vois la tête de l'Olmec, c'est une tête de noir, pour de la vérité. Il y a les traits bantous, il y a tout là-bas. Les populations, bon, l'histoire a été, on sait qu'elle a été traficotée pour différentes raisons. Le fait qu'aujourd'hui ils ont reconnu la traite négrière comme étant le plus grave crime contre l'humanité, c'est déjà, comme on dit, c'est pas trop tôt. Parce que de mémoire d'homme, il n'y a pas pire. Non, vraiment, quand on regarde de mémoire d'homme. Parce que on nous vend une histoire, mais qui n'est pas forcément cohérente vis-à-vis de celle-ci. Il y a des reconstructions de certains tableaux en France. Est-ce que ça se fait est-ce que c'est à Marseille ou je sais pas. Quand on va observer, on va découvrir que il y a des tableaux qui ont été altérés. Là, ils sont en train de reconstruire des tableaux et on voit qu'il y avait des nobles noirs, des trucs comme ça. Après, il ne faut pas oublier que pendant plusieurs siècles, déjà, il y a aussi eu la conquête des morts. Hein. Les morts sont venus sur ces terres, il fut un temps, notamment en Espagne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un gros problème, un très gros problème avec, par exemple, la religion islamique. Mais parce que les gars, de base, ils sont chrétiens ici. Et il y a eu une domination de près de 700 ans, si je ne m'abuse, qui était par rapport à des morts qui étaient islamisés. Forcément, tu vas pas réussir à leur faire comprendre que tu vis en paix. Tu peux pas, comment dire, pour ces peuples-là, ils voient telle culture comme étant leur ennemi. Et c'est normal. Historiquement, les gars ont été sous influence de tel. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un truc à comprendre. Que les peuples ont tous une mémoire transgénérationnelle, d'accord? Et cette mémoire fait que ça conditionne leur comportement. Le totem d'un peuple te renseigne sur quels sont ses attributs, ses attitudes, sa façon d'être. Ce qui veut vous dire que il y a des totems qui sont compatibles et qui sont incompatibles par essence. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux faire cohabiter l'antilope et le lion. Eh ben, l'antilope va mourir. Le lion va la manger.
Parce que c'est dans sa nature. Dans le plan avec deux êtres humains, comment ça peut se représenter? Ça peut représenter une relation abusive. Oui. Ou la personne qui est antilope, homme ou femme, hein, elle va se faire, on va dire, elle va être humiliée. Elle peut même effectivement perdre la vie, malheureusement, dans certains cas. Parce que l'énergie même qui est entre les deux va créer une incompatibilité. Il va y avoir... Non, ça va pas être bon. La proie et le prédateur ne vont pas ensemble. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas bien s'entendre. Il y a des énergies qui, paradoxalement, s'entendent bien. Le fauve et le serpent, dans certains cas, ils s'entendent. Dans certains cas, c'est des énergies où l'un respecte l'autre, si tu veux. Deux serpents, ça dépend desquels. Le cobra ne peut pas cohabiter avec un autre serpent. Non, non, non. Il va le bouffer. À part si c'est un constrictor. Un truc balèze. Parce que non, un autre serpent venimeux, non, le cobra est trop territorial. L'énergie fait que ça va créer des tensions. C'est ça le problème. Les animaux vous indiquent sur quel est le tempérament d'une personne et avec qui elle peut cohabiter. Bonjour à toi, Al-Sabar. Justement, comment tu fais pour connaître le totem de ton partenaire? Bah, tu sais, c'est là où moi je veux justement instant pub, naturellement. Moi je rappelle, je propose des consultations, hein. Vous avez désormais le lien dans ma description, vous voyez le lien Beacons. Vous cliquez dessus, vous pouvez réserver une consultation à l'avance. Il y a des créneaux possibles, d'accord? Vous pouvez me contacter en privé aussi pour ça, naturellement. Pour mes autres services, contresort, déblocages, guidance astrologique, etc. Ainsi que pour la formation sur combat occulte, il me reste encore quelques places. Et ça, c'est des choses que je propose à côté des lives, naturellement. Mais pour connaître le thème de sa personne, il faut déjà en fait connaître le sien. C'est déjà important. Il faut travailler à... Comment on appelle ça? Il faut se projeter énergétiquement. C'est que, en fait, à partir du moment où tu as... Moi, je te dis, si tu as l'image de la personne en tête, tu te mets en état de méditation profond et que tu fais travailler le troisième œil, tu vas voir, hein, tu peux voir ce qui est caché. Tu peux voir ce que la personne est en fait sous le masque de l'humain. Parce qu'il y a des gens, justement, la première, le fait est que tout cela est à comprendre que chacun d'entre nous a un totem et autrui a son totem. Vous pouvez vous mettre en interaction avec une personne et il y a des techniques pour savoir quel est le totem de cette même personne. La consultation permet évidemment de faire ça, mais il n'y a pas que ça. Le travail sur soi, la connexion aux énergies naturelles va vous donner ça. L'eau, par exemple. Si tu prends un bol d'eau, tu parles sur cette eau, tu la magnétises, et que tu te mets en état de méditation. Tu visualises cette eau, ce bol d'eau devant toi, dans l'espace méditatif, dans ton monde intérieur. Tu vois l'image qui t'apparaît dedans. Ah, tu pourras voir certaines choses. Carrément, il y a des techniques pour que tu puisses voir avec tes yeux physiques, voir des choses comme ça. En tout cas, il faut comprendre que ça, c'est des choses, c'est des techniques qui existent. Encore une fois, merci à toutes les personnes d'aimer le live. Merci à toi, Lumbra, toujours d'être présente. Salut à toi, Bidjik. Merci à toutes les personnes qui aiment le live. Merci à toutes les personnes qui le partagent. Merci à toutes les personnes qui le republient, qui s'y abonnent et qui font des cadeaux. Avec les yeux physiques. Au plaisir, user. Oui, avec les yeux physiques. Faut bien comprendre que, et quand on voit souvent de cobra dans un rêve, le cobra est toujours un synonyme d'élévation. C'est-à-dire que tu vois que le cobra, c'est un serpent qui se redresse. Tous les serpents ne font pas ça. J'observe bien. Mais un serpent qui. Le cobra, en fait, c'est un. Les animaux dans les rêves. Parce que oui, dans les rêves, l'animal va te dire certaines choses. C'est un message codé. Un cobra, c'est quoi? C'est l'énergie qui peut indiquer deux choses. Ça peut indiquer un danger dont tu dois te méfier. Ça peut aussi. Le serpent, en général, c'est ça. Deuxièmement, ça peut indiquer justement une. On te pousse à monter vibratoirement. On te pousse à évoluer. C'est un peu ce que ça peut signifier. Le cobra. Il incarne cette énergie de l'élévation, cette énergie également de la dignité. Et le Kundalini, c'est le serpent. Oui, le serpent qui remonte la colonne. C'est pour ça que on représente beaucoup de divinités asiatiques ont le cobra. C'est pour ça. Parce que le cobra, si tu regardes, il se dresse et il a après un capuchon. C'est-à-dire comme une couronne, si tu veux. Et d'ailleurs, on dit que le Bouddha, à un moment donné, c'est un cobra qui s'est mis au-dessus de lui pour le protéger de la pluie. C'est des symboles pour vous décrire le principe de l'élévation, le principe de la prise de conscience.
Si par exemple tu fais un rêve, le pharmacien, bon, en fait les pharmaciens ils prennent le serpent parce que le serpent il a aussi la régénération. Le serpent est la vie et la mort, ce qui veut dire que naturellement, hum, ça veut dire que c'est normal qu'on utilise son symbole. Après, le serpent de la pharmacie, c'est un serpent avec une coupe, si tu veux. Ça indique ce principe-là. Mais le fait, normalement, il est censé avoir deux serpents, parce que un seul serpent, c'est la science qui est uniquement dirigée vers le corps. Deux serpents, ça sent des deux côtés, le caducé. Un serpent qui te mord en rêve, c'est pas très bon signe, hein, pour te dire la vérité. Ça peut indiquer une attaque, les chamans de maître. Ouais, non, les chamans me maîtrisent bien. Quand tu demandes la sagesse et qu'on te montre le cobra blanc, ça représente la pureté, ça représente effectivement l'élévation et la clarté. Donc, ça peut être sonné à la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, euh, le serpent n'a rien à voir avec le diable. Ça, c'est des histoires de religieux. Le serpent, c'est lui qui est l'initiation par excellence. Tous les peuples ont vénéré cet animal et à raison. Tu regardes un serpent même, il faut comprendre le délire quand même. Un serpent, c'est une colonne vertébrale avec une tête. Est-ce que vous vous imaginez, pour les premiers êtres humains, quand ils ont vu cet animal, ils ont dit que, et qui est? Donc il a une tête qui avance. C'est-à-dire que c'est le fait que c'est la conscience qui avance et qui s'élève. Résultat, il est cette énergie. Il est cette énergie de l'élévation de conscience. Il est cette énergie de la régénération. Mais il fait peur. Mais justement, et alors? Et alors? Il fait peur, et alors? La chauve-souris aussi, elle est initiatique. La souris fait peur. Salut Adji. Pourquoi il y a des gens qui sont jamais intéressés à le culte et tout va bien dans leur vie? C'est pas injuste, c'est simplement qu'il y a des gens, effectivement, ils ne vont pas s'intéresser à le culte, mais ils ont des bénédictions qui viennent de leurs ancêtres, ou pour autre raison. Ils vivent leur vie là comme ça, bon, faut les laisser, c'est tout. Le serpent ne fait peur que parce que le serpent, en fait, il est justement, il incarne le pouvoir de la pensée, de la volonté. C'est une tête avec une colonne vertébrale. Et donc, c'est un être qui incarnera aussi le fait de pouvoir frapper. Quand le serpent mord, il te transmet un venin, il te transmet le feu. Ça brûle dans tes veines, après tu meurs. Pourquoi tu as des personnes qui doivent faire beaucoup d'efforts dans le culte? Bah, il y a des gens justement où la charge karmique familiale atteint un tel niveau où tu es obligé de t'élever, tu es obligé en fait de travailler sérieusement dans ta vie pour que tu ne sois pas, en fait que tu ne subisses pas certaines choses. Le serpent incarne donc cette énergie justement du renouveau, cette énergie de la régénération, cette énergie de l'élévation, cette énergie de la vie et l'énergie de la mort. C'est pour ça que c'est lui qui a la sagesse, tu observes bien. On vous dit dans la mythologie chrétienne que on a donné le fruit de la... Mais qui est-ce qui donne le fruit? C'est le serpent. Pourquoi c'est lui? Déjà, il y a même tout un symbole on peut tirer là-dedans. Aussi, en fonction de ton totem, tu aimes différemment, c'est vrai. C'est-à-dire que ça joue. Tu peux être plus ou moins passionné, etc. en fonction de ton totem. Parce que, regarde, si on prend par exemple le cas quand on va vous parler de la symbolique de l'arbre de l'Éden. L'arbre indique toujours l'harmonie entre terre et ciel. L'arbre incarne le corps humain et incarne aussi la colonne vertébrale. D'accord? Le fruit, c'est ce qui mûrit, c'est ce qui est le condensé. D'accord? Le serpent s'enroule autour de l'arbre. Ça représente l'énergie qui va circuler autour de la colonne vertébrale. Il fait un mouvement, il descend. C'est-à-dire que c'est le fluide, en gros, on va appeler ça l'huile, qui se trouve dans la moelle épinière, qui fait ce mouvement-là. Et le fruit, ça représente justement un shot hormonal. Quand on regarde le fruit qui est souvent présenté sur la pomme, sur la date, enfin pas la date, je sais pas, c'est un agrume, je suis pas sûr. Parce que en vérité, le fruit, il est le principe de ce qui s'est condensé en énergie. Et quand on regarde par exemple la pomme, c'est pépins de cyanure. Quand on connaît l'alchimie, on va vous dire que le cyanure, c'est le vitriol. L'acide qui va consumer les illusions et aller permettre d'aller en profondeur. D'où le fait qu'ils obtiennent la conscience. Dans le mythe, Adam et Ève. Et il y a aussi, ça dépend, des fois, c'est pas une pomme, c'est un autre fruit.
Je sais plus exactement lequel, mais c'est un fruit dans lequel on sait que les pépins ont de la DMT dedans. Ça veut dire qu'il y a une symbolique que, ça veut dire qu'en gros, la conscience s'éveille. Tu quittes l'état végétatif, il y a le mouvement, le serpent, qui fait qu'il y ait une libération. La figue, voilà. Exactement, merci Sabrina. Et en gros, ça va faire en sorte que ça libère une hormone dans ton corps. Les fruits représentent, si on veut, en gros, les glandes endocrines. Le pépin, c'est l'hormone dedans qui va avoir l'impact d'éveiller la conscience. Les substances psychotropes sont depuis toujours associées à la libération de conscience, à l'éveil. L'igname, intéressant. Le cobra est passionné. Ben, le cobra va incarner justement la mesure, mais également la passion. Le cobra est protecteur. Il faut savoir que quand il y a pendant la saison des amours, quand les cobras conçoivent, ils forment des couples. Et le cobra reste... En fait, père et mère patrouillent autour du nid. C'est pour ça qu'un endroit où il y a eu des reproductions de cobras, faut pas aller. Parce que tu vas soit tomber sur la mère, soit sur le père. Et dans tous les cas, il va te mordre. Parce que tu t'approches de là où il y a son nid. Donc, c'est des animaux qui incarnent effectivement la protection, la constance, également la territorialité, l'agressivité. Parce que, or, ce sont des amours. Hein. Quand ils sont pas de petits élevés ensemble, les gars sont capables de se bouffer entre eux. Je dis oui, un mâle cobra peut frapper, peut mordre une femelle, et l'inverse, c'est aussi vrai. Parce qu'ils ne sont pas dans des amours. Ils sont assez solitaires. Bon, forcément, vu qu'ils chassent d'autres serpents, c'est normal aussi. Les gars bouffent d'autres serpents. C'est pas les seuls à faire ça. C'est pas les seuls à manger des serpents plus petits qu'eux. Mais c'est les seuls que je connaisse qui ont un régime alimentaire spécialement d'autres serpents. C'est encore un autre délire. C'est toujours une symbolique. C'est pour ça que, bon, les animaux sont toujours des codes, en fait. Des codes un peu particuliers à décrypter. Dans les rêves, dans les... Comment on appelle ça? Dans les visualisations, dans l'espérance un peu spirituelle. Le serpent et tous les autres animaux sont des codes. Si on parle par exemple de l'oiseau c'est synonyme de quelque chose qui s'élève et qui vole, d'accord? C'est quelque chose qui s'élève. En fonction de l'oiseau, ça vous dit certaines choses. Le pigeon, lui, c'est l'animal qui va incarner le sens de l'orientation, c'est la fidélité, c'est le fait de donner le message, c'est le messager. Voir le pigeon en rêve, c'est synonyme effectivement que tu peux recevoir une nouvelle, ou ça peut te demander de faire preuve de résilience, même dans des situations difficiles. Parce qu'il peut voler des très longues distances, cet animal. Hein. C'est aussi synonyme que tu vas retrouver ton chemin. Ça dépend après, parce que le rêve va toujours mettre en contexte certains événements dans ta vie en parallèle. C'est pour ça que, comme je le dis souvent, c'est vous qui êtes la meilleure personne pour interpréter vos rêves. Hein. Parce que c'est vous qui savez ce que vous vivez. Parce que même si quelqu'un va interpréter, donner la symbolique de ceci, donner la symbolique de cela, et de tel comportement, tel élément, c'est vous qui vivez votre rêve. C'est vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. Parce que on peut interpréter ton rêve, dire que ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais c'est toi seul qui vis ta vie. C'est toi qui sais pourquoi est-ce qu'on te montre ça. Si par exemple tu fais un rêve dans lequel il y a un ours et que l'ours cherche de bouffer, bah, ça veut dire que il y a un danger qui te menace et un danger important. Et après, c'est toi qui sais que dans ta vie, qu'est-ce que tu as pu expérimenter, qu'est-ce qui fait ça. C'est des exemples. Tu peux faire par exemple, un animal comme ça, les vers. Tu fais des rêves où tu as plein de vers blancs. Ça c'est synonyme de puriture, de pourriture, comment on appelle ça? C'est de maladie, de mort même. À toi de voir. Et quand il y a des gens comme ça, ils font des rêves bizarres, où ils ont ça, par exemple, au niveau du sexe. Ça veut dire que on t'a gâté énergétiquement. Ça peut être synonyme que ton corps dit qu'il y a une maladie là-bas. Ça peut être synonyme effectivement qu'on t'a gâté, qu'on t'a mis une énergie sur toi que maintenant c'est en train de te bouffer. En fait, toujours c'est des symboles, c'est des codes qu'il faut pouvoir interpréter et mettre en parallèle dans votre vie pour pouvoir comprendre. De la même manière que votre animal totem va vous renseigner sur quels sont votre tempérament, quelle est votre façon d'être. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de tapoter le live. Tapoter un maximum, de le partager, de le republier, de vous abonner, faire des cadeaux. Naturellement, je vous rappelle que je propose mes services en privé, que ce soit
pour la formation sur combat occulte, les contresorts, les déblocages, ainsi que les consultations. Et mon livre dont vous pourrez avoir accès à tout ça via mon lien Beacons, ainsi que sur tous mes autres réseaux. Donc, en vérité, c'est vaste en fait le domaine de l'évolution destructrice totem. J'ai trouvé cela intéressant. L'évolution destructrice totem, j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'ai pas trop compris Kipchi Kid. L'évolution destructrice totem. Mhm. Si tu pouvais préciser, ce serait bien, s'il te plaît, Kimchi. Donc, ouais, bah. Après, par exemple, quand on va prendre le cas de. Comment on appelle ça. Si quelqu'un vient te voir, bon, tu vas voir un ganga, tu vas faire ça. Quelqu'un dit, je veux le succès dans mes affaires. Dans certains cas, on va te dire qu'il faut que tu amènes la peau de tel serpent. Ou si tu n'as pas, tu donnes l'argent, quelqu'un va te trouver ça. Parce que le serpent, il est synonyme donc de régénération, d'accord? La peau de serpent, c'est le fait que c'est quelque chose qui se renouvelle. Si on te donne la peau de serpent, on la travaille, c'est pour que comment on appelle ça? C'est pour que tes finances se renouvellent, que le flux soit régulier. Qu'en est-il de l'évolution des totems avec les différents éléments qui l'intègrent? Ah, en fait, il faut savoir que le totem donc vous représente vous-même, votre énergie profonde et animale. Et justement, ce qu'il y a à bien comprendre, c'est que le totem va évoluer aussi au niveau de ta conscience. Par exemple, un totem comme moi, le serpent, le cobra, il devient dragon. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui est en affinité, il prend cette forme. Tu peux avoir un totem qui représente tel animal et qui il va s'imprégner de. Tu peux avoir je sais pas, si imagine tu as un renard. Ton élément, par exemple, je sais pas moi, c'est l'eau. Tu peux avoir un renard qui devient bleu. Puis après, le renard va prendre une autre forme. Ce qu'on appelle kitsune chez les Japonais. Le renard à 9 queues. Parce que l'animal a sa forme physique et a toujours son côté mystique. Bien sûr, les cauris sont utilisés pour les finances, oui, parce que le cauris, c'est le coquillage. Le coquillage, si tu regardes la forme du coquillage, ça représente l'organe féminin. Donc le principe de l'énergie, c'est le principe effectivement de l'énergie qui se multiplie. D'où le fait qu'on pourrait utiliser des cauris, c'est aussi lié à l'eau, ce qui circule. Effectivement, Bicool, un papillon peut devenir dragon phoenix. C'est-à-dire que c'est pour ça que, traditionnellement, hein, nous au pays, on va te dire que tout ce que tu vois n'est pas forcément ce qui semble être. Un animal peut être une entité d'un autre plan. Ou il y a des gens comme ça, tu les vois, c'est des humains. Mais quand on a changé en animaux, ça existe ça. Le pauvre, il est transformé en chien, il commence à aboyer, personne ne comprend. On lui dit même tais-toi, sans savoir. Il y en a certains qu'on transforme en animaux comme des bœufs ou des chèvres, béliers même. C'est genre qu'après on le sacrifie. Dans la pratique, justement, de tout ce qui va être la mauvaise sorcellerie, le vampirisme africain, c'est connu. Même quand on va vous parler des fois, en fait, les animaux sont des codes. Hein. Il y a des codes où on vous dit l'agneau sacrificiel. C'est un code. Hein. On est en train de vous parler d'un enfant. Oh, ils ont mangé l'agneau. C'est le petit du mouton. Hein. Le mouton, c'est celui qui avance sans forcément se poser de questions. Donc ça représente un certain archétype de personne. Même, bon, La Fontaine, il a pris ça d'Ésope. C'est Ésope son nom. Ésope qui était c'était le Kémite, le Bantou, qui a écrit les fables que La Fontaine a repris. Représenter les comportements des gens via des animaux, c'est vraiment Bantou. Faire parler les animaux, c'est vraiment traditionnellement de chez nous. Et c'est pas pour rien, parce que l'animal va incarner des valeurs et des propriétés. Par exemple, on va voir un animal comme le perroquet. En nouvelle, le cagou. Beaucoup représenté le cagou. Je sais pas ce que c'est le cagou. Vous allez voir que oui, le perroquet. Le perroquet aussi à la méchanceté. Hein. Dans nos traditions, le perroquet, il est associé à la jalousie. Il est associé à la médisance. Le perroquet répète. Le fait qu'il répète ce que tu dis là,
Ça représente l'énergie du fait que quelqu'un qui va mal parler dans ton dos. Ah, le kagou. Intéressant, intéressant, User. C'est-à-dire que le perroquet, oui, c'est le sarcasme. C'est-à-dire qu'il va en cas. C'est pour ça qu'on associe à la méchanceté. Et vous allez le voir dans les films. Il est souvent avec les, on va dire, les pirates, les méchants. Même Jafar, dans le Aladdin, il avait un perroquet. J'ai oublié son nom. Donc, c'est un animal qui a un certain symbolisme lui rattaché. Oujun a le perroquet également comme animal qui est parfois associé parce que elle est aussi associée comme toute entité qui se respecte, notamment de l'eau. Elle a son côté négatif, son côté où elle est associée également à la mauvaise parole, ce genre de choses. Ouais, effectivement, Azur. C'est un peu comme un pigeon qui vole pas. Intéressant, intéressant, Azur. Donc oui, l'animal va donc représenter un ensemble de choses. Il va représenter effectivement un ensemble de pratiques. C'est pas pour rien qu'on va l'associer à ceci ou cela. Parce que dès que tu vas voir l'animal, tu vas comprendre directement quel est le principe qui se rattache. Par exemple, un animal quand même. Quel animal je peux citer? La baleine. La baleine c'est associée à la sagesse, c'est associé au calme, c'est associé à la puissance contenue. Parce que c'est un animal qui avance lentement mais qui est très fort, qui est pacifique justement. C'est pas un animal qui attaque comme ça. C'est-à-dire qu'on va te représenter aussi, on va pouvoir représenter certaines choses via cet animal. C'est quoi la signification d'un dragon blanc aux yeux azur? Alors, dragon blanc, le blanc s'associe à une couleur de transition entre la vie et la mort en tous les cas. Ça c'est une forme de pureté et surtout en fait de non-définition claire. Le bleu va s'associer effectivement au ciel, à l'eau. Un dragon blanc, ça peut être un être justement qui est associé, qui est un gardien, qui est une ouverture vers le royaume des eaux, vers le royaume du ciel, ça dépend. En tous les cas, c'est toujours synonyme d'un intermédiaire. C'est un peu ça la caractéristique. Donc il faut pouvoir comprendre que même on va souvent associer des animaux comme le renard. Le renard, le goupil de son nom d'origine, va être associé à quoi? À l'intelligence, à la malice, à la ruse. Et c'est un animal rusé, effectivement. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que justement, les animaux ont tous une symbolique qui leur est rattachée et qui permet de directement identifier de certaines façons. Même il y a un dessin animé comme ça, c'était un film, Zootopia, voilà. Vous allez voir que on va représenter ça. Bon, on va par exemple les ours, ils vont être associés aux des gardes du corps, parfois des Russes. Bon, vous voyez que le totem là les suit jusque dans notre cas. C'est, on va pouvoir représenter des comportements via l'animal. Par exemple, la gourmandise que toi tu, en fait la saleté morale va être associée au porc. Pourquoi? Parce que le porc lui, il ne regarde jamais vers le haut. Il est toujours là tourné vers le bas. Il mange, en fait, il se goinfre limite. Pour toutes ces raisons, on va lui associer le fait d'être ne pas être qu'un être élevé. Alors qu'on va par exemple associer le pan à l'orgueil. Pourquoi? Quand vous regardez le pan mâle notamment, qui déploie sa roue pour séduire, ça l'empêche de voler bien. En fait, c'est quelqu'un qui... Ça représente la superficialité. C'est-à-dire que tu veux tellement gérer, tu veux tellement briller que tu te mets en danger. Dans la nature, c'est un animal qui a du mal à survivre. Hein. Il se reproduit, oui, mais c'est compliqué. Parce que justement, c'est-à-dire que on va associer des comportements à un animal parce on va trouver dans sa nature, dans sa façon d'être, des éléments sur lesquels on va se rattacher pour exprimer une façon d'être. Alors, on va voir le porc mal nourri peut nous tuer. Oui, le porc, bah oui, enfin mal cuit peut. Le porc mal cuit, il y a le ténia dedans. C'est-à-dire que tu vas observer que ce n'est pas pour rien qu'il y a des interdits alimentaires, bon, des animaux qu'on va éviter de manger en général, parce que bon, cet animal va porter en lui des choses qui peuvent être problématiques, des maladies, etc. D'autres animaux vont être vus comme étant synonymes de sagesse. La chouette, par exemple. La chouette associée à la sagesse, associée à Athéna. Pourquoi? La chouette voit dans l'obscurité. C'est déjà un principe du fait de voir dans les choses cachées. Elle peut voler en silence, sans raison le fait justement de pouvoir se déplacer sans être vue, sans être entendue. C'est une énergie qui va donc être associée à la sagesse ne fait pas de bruit, la sagesse n'est pas clinquante, elle permet de voir en profondeur, elle est discrète. Elle peut tourner sa tête
après 360, à combien? Presque 360 degrés. Donc c'est le fait qu'elle a une vue d'ensemble. C'est un animal donc qui porte ces éléments en elle. Surtout que bon, le porc est un éboueur. Il n'est pas à manger. Il y en a d'autres comme la crevette, moule, etc. Le porc peut être mangé, mais dans certains cas, effectivement. C'est-à-dire que c'est pas constamment. Il y a des animaux. Bon, après, il faut comprendre que quand on fait qu'une population va manger certains aliments, ça permet aussi de structurer sa pensée d'une façon. Beaucoup de porcs, c'est-à-dire que ça t'empêche de réfléchir clairement, hein. C'est-à-dire que moi, ça va bientôt faire 1 an que j'ai pas mangé du porc, là où je suis là. Et j'avoue que quand tu observes, il y a une plus grande clarté qui s'installe. Parce que c'est un animal qui est lui naturellement conflictuel, si tu veux. C'est un animal qui est un peu chaotique. Il a des intérêts à le manger quand, par exemple, tu le fais face à une situation où c'est le bordel. Si c'est la guerre, oui, tu peux en manger. Même, je crois, est-ce que c'était les Romains qui faisaient ça, ou je sais pas qui. On te donne du porc à manger. Tu vas aller au champ de bataille, tu dois manger du porc. Pour qu'en fait, tu ne réfléchisses pas trop, tu avances. Bonjour à toi, Wolfgang. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent et présent dans ce live. Merci beaucoup de aimer le live, de le partager, de le republier, vous abonner, faire des cadeaux. Et merci aux personnes qui le font. Donc oui, c'est-à-dire que c'est des animaux qui... En fait, il y a des animaux qu'on ne mange pas. J'ai mangé une seule fois du porc, je n'ai plus jamais remangé. Ah ouais, intéressant, Azur. C'est... Après aussi, les affinités naturelles qu'on possède. Hein. Il y a des fois des gens où leur énergie ne matche pas du tout avec tel animal. Parce que avant tout, un animal, c'est un symbole. L'animal, c'est un code. Voilà pourquoi, dans ce qu'on appelle les Medou Nétières, donc les paroles divines, on va parler effectivement avec des symboles d'animaux. Parce que l'animal est un code, l'animal est un principe, c'est une force incarnée. De ce fait, on va pouvoir désigner telle information via cet animal. Les insectes, on peut les manger. Oui, on peut manger des insectes, bien sûr. L'insecte est vraiment bourré de protéines, par exemple. Bien sûr, il y a des insectes dont tu ne vas pas manger. Le cafard, par exemple, faut nous excuser, il ne faut pas manger ça. Le cafard, lui, il traîne dans les nappes phréatiques. C'est un animal qui, bon, même au pays, au Cameroun, on dit bien que la poule, elle le mange vraiment par dépit. Sinon, elle évite. C'est quand la poule est affamée qu'elle s'attaque au cafard. Sinon, elle ne va pas manger ça. C'est un animal qui va être aussi associé à la mauvaise sorcellerie. Très souvent, on va dire que le cafard, c'est l'éclaireur. Quand tu le vois déjà, c'est que on est en train de chercher les voies et moyens pour t'atteindre via le plan mystique. Il y a des animaux qui sont spécifiquement associés à la En fait, aucun animal n'est forcément mauvais dans son essence. Mais il aura des tendances. Oui, mais le cafard, lui, il incarne justement ce qui est dur, ce qui est dur à éliminer. Ce qui a la peau dure. Ce qui ne se laisse pas détruire facilement. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi des bons côtés, hein. Si ton totem c'est tel animal, bah écoute, tu vas être très résistant. Tu as une capacité à pouvoir te faufiler, à pouvoir résister même aux pires situations. Il faut juste comprendre qu'il y a des animaux qu'on va privilégier dans la pratique occulte, négative ou positive, parce qu'il y a certains attributs qui leur sont caractérisés. Le serpent est souvent dans les pratiques occultes négatives, mais pas que. Pourquoi? Parce que le serpent lui-même, il peut mordre, il peut injecter le poison. Voilà d'où le fait de son utilisation. Il y a des totems qui ne font pas, qui ne font pas rêver. Oui, oui, c'est vrai. Des totems qui ne donnent pas beaucoup de rêves, ça c'est vrai. Le scarabée, c'est parce que le scarabée incarne la régénération, incarne le fait que c'est l'être qui s'engendre par lui-même. Si tu observes bien, le scarabée, notamment le bousier, il va pousser une boule qui est faite d'éjection, autre. En fait, ça veut dire qu'il a la capacité de contrôler le chaos, de l'ordonner. D'accord? Bonjour à toi, Hugo Boss. Et le chaos, il l'ordonne. Et c'est à partir de ça qu'il pond ses petits. Donc, il naît, en fait, il ordonne le chaos et il naît de ce même chaos. Il se régénère. C'est pour ça qu'en cas de la régénération, il est associé à l'aube, ce qui s'élève progressivement. Et le scarabée peut voler. Il est lié à terre et à l'air. Donc voilà pourquoi c'est un symbole assez présent. Il y a des totems. Le serpent aussi n'est pas qu'associé donc au fait de la sorcellerie négative. Par exemple, quand une femme a des problèmes pour enfanter, on va lui dire de travailler avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est la fluidité, c'est la circulation. Et le serpent, c'est ce qui donc transmet les énergies dans le corps et autres. Le fait qu'il va être associé également à l'enfantement. Mes animaux totems. Moi, comme j'expliquais au début du live, on a un animal totem.
des animaux protecteurs, des animaux guides, des animaux alliés et des animaux, on va dire, de soutien. Parce que il y a des animaux qui te protègent, des animaux qui te guident, des animaux qui te, on va dire simplement, qui sont tes alliés par affinité, etc. Et autres. Voilà un peu comment on pourrait définir tout ça. Et le totem, moi, mon totem, c'est le cobra. Manu Wata, c'est la sirène des eaux. Elle n'est pas. Oui, bah. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément négative. Elle a une énergie qui peut être ambivalente. Ah, effectivement, je comprends. Le Varan, c'est synonyme de quoi? De patience, d'ancrage à la terre, de réactivité, de régénération, bref. Il y a des totems qui font pas envie, oui, c'est vrai. Mais ils ont chacun leur avantage, hein. Même le rat a des avantages. Quelqu'un qui a un totem rat, c'est quelqu'un qui va toujours s'en sortir. C'est quelqu'un que... En fait, il y a une phrase qui est célèbre. Les rats quittent le navire avant qu'il ne coule, n'est-ce pas? C'est un peu ça. C'est-à-dire que le rat a un bon odorat, une bonne ouïe et assez intelligent. Donc ça représente quelqu'un qui saura... Qui aura la facilité même dans tout ce qui est les affaires. Le rat se faufile partout, exactement. Le rat, le rat, c'est un animal qui, justement, incarne cette capacité à trouver les voies et moyens pour s'en sortir. C'est également le fait de toujours trouver de la nourriture. C'est pour ça que c'est un symbole, notamment dans la tradition. Bah, je sais que ce n'est pas que chez les hindous, mais je vais principalement parler de chez eux. Le rat est un synonyme d'abondance et de richesse. Même chez les Chinois, dans l'horoscope, enfin, ouais, dans l'horoscope chinois, on vous parle bien du rat. Le rat, c'est l'animal de l'intelligence. C'est un animal qui, il trouve la nourriture où qu'elle se cache. Il se faufile partout. Il échappe aux situations difficiles. Quand il va y avoir un tremblement de terre, par exemple, vous allez voir que les rats quittent les endroits, hein. Et pas, bon, la plupart des animaux qui peuvent quitter, ils sentent. Mais le rat va incarner cette capacité justement à sortir de situations parfois complexes. C'est pour ça que c'est un animal qui va avoir ce principe-là. On va aussi associer également le fait d'être un peu magouilleur. Et il va être associé donc au domaine des tréfonds, des bas-fonds, de la criminalité aussi. Parce que le rat vole. Donc c'est aussi ça, il vole les choses. Il se nourrit dans le garde-manger d'autrui. C'est ce qui lui donne également mauvaise presse. Mais c'est pas un hasard, c'est parce que c'est son énergie, son principe. En tout cas, voilà, hein, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Les roussettes. Tu parles des petits requins là? Parce que je sais qu'il y a un requin qu'on appelle roussette. C'est un animal qui lui justement est... C'est le requin en miniature, c'est pas un requin agressif. Mais bon, il faut que je sois sûr de c'est ça que tu parles. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Merci beaucoup de personnes qui partagent le live, qui le republient, qui aiment ce live, également, et qui le commentent. Ça va faire 1h30 qu'on est en live. Je vais pas tarder à couper le live. Merci DB. Demain maximum avant qu'on arrête. De toute façon, là, je vais poster des lives. La recette, c'est comme les chauves-souris, mais plus gros et qui mangent des fruits. Ah, tu parles ce qu'on appelle le renard volant. La chauve-souris, c'est-à-dire que le renard et le corbeau, deux voleurs en concurrence. Oui, c'est vrai. Le renard, attention, il s'enfile dans les poulaillers, il bouffe. Le corbeau aussi vole. Mal. Ces animaux, effectivement, très intelligents. Bah, la chauve-souris va incarner le fait d'être la... Ça va incarner l'obscurité, ça va incarner justement la profondeur. Elle dort à l'envers. Déjà, c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'elle incarne justement la conscience du monde d'en bas. Elle voit le monde différemment. Elle, elle a des yeux, mais elle est presque aveugle. Ça veut dire que elle incarne justement la perception subtile qui se passe des organes physiques. Elle a tout ce principe-là qui est donc rattaché. Elle écoute. L'ouïe est très développée. Pourrais-tu dire s'il y a le lien entre le cafard et le cerveau? En fait, dans la pratique de la mauvaise sorcellerie, on va te dire que le cafard annonce la venue du serpent. Parce que le cafard est celui qui s'infiltre partout, qui est résistant, entre autres. Le serpent, c'est celui qui se régénère et celui qui frappe. Quand un mauvais sort se fait sentir, on va voir parfois des cafards en abondance. Et le serpent va apparaître. Parce que le serpent, c'est l'énergie, justement, qui va donner le coup de grâce. Les autres, c'est un peu ceux qui annoncent. Mhm. Oui, le corbeau, il est capable de voler de nourriture, enfin, de prendre la nourriture, comme ça, dans un objet, oui.
Le corbeau est carrément capable de utiliser les choses comme, regarde, il prend une noix, vu que c'est trop dur à casser, il la jette sur le passage piéton, il attend que les voitures passent, ça casse la noix, il mange. Il peut même imiter la voix humaine, c'est pour te dire. C'est pour ça que c'est le synonyme d'intelligence, de connaissance cachée, etc. Mais en plus, sa couleur noire renforce tout. Le cerf représente justement la fertilité, représente l'élévation, représente aussi la noblesse. Faut pas oublier que dans beaucoup d'armoiries et d'écussons, d'écussons, de blasons de maisons nobles européennes, le cerf est vu comme étant synonyme de royauté. Roi des forêts. Il y a la couronne, il y a la connexion, les bois. Donc c'est synonyme donc de ça, de cette énergie naturelle, de la force vive. Et un seul cerf, les cerfs vivent en harde. Mais il y a ce qu'on appelle des dominants et des dominés toujours. Et le dominant a souvent accès à plusieurs femelles, donc il incarne notamment une fertilité abondante. Voilà. Bonjour à toi, Maracuja. Ça va faire ouais, effectivement 1h35, ça va te faire 1h40. Je vais pas trop m'éterniser. Mais bref. Du coup, je rappelle, mes DM sont ouverts. Si vous avez besoin de contresorts, de déblocage, de... Comment on appelle ça? De guidance astrologique, etc. La formation sur Combo Occulte est disponible jusqu'à mardi prochain, du coup, le 31. Et vous pouvez vous inscrire en contactant en privé. Vous pouvez également passer par mon lien Beacons pour avoir accès à mon Instagram, mon YouTube, mon Telegram, mon LinkedIn aussi, et mon Facebook. Tous mes réseaux sont donc disponibles via ce lien. Vous pouvez réserver une consultation via le lien Beacons, j'ai prévu un bouton pour ça. Vous pouvez acheter le livre pour la... Comment on appelle ça? Sur la confiance en soi aussi. Merci de l'abonnement, user. Tout ça est disponible, naturellement. De la même manière, je vous remercie d'avance d'aller donner de la force à mes différents réseaux, d'aller aimer les vidéos, les publications, de les partager, les enregistrer, de les commenter, de vous abonner aux différents comptes. Merci également de donner de la force à mon TikTok. Merci à toutes les personnes qui tapotent le live, un maximum, on tapote. On vise les 20K, je sais qu'on peut largement les atteindre. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont aimé le live, qui l'ont partagé, qui l'ont republié, qui sont abonnés, qui ont fait des cadeaux, qui l'ont commenté dans le respect, la pertinence et la bonne humeur. On va se laisser là-dessus, je pense quand même. On va se laisser là-dessus. On va se donner rendez-vous mardi prochain, du coup. De quoi est-ce qu'on pourrait bien parler mardi? À voir. Parce que mardi... si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Hein. Ça peut m'inspirer, ça peut me permettre de vous donner un live que vous voulez, quoi. Parce que comme vous le savez, moi je parle principalement de sorcellerie, je parle principalement de pratiques occultes, de symbolisme et tout ce qui va avec. On a parlé des animaux totems, on a un peu développé la symbolique de différents êtres. On peut parler de quoi d'autre? J'ai déjà parlé des accords familiaux, j'ai déjà... Bref. Je vais bien trouver une idée. En tout cas, merci à toutes les personnes qui aiment et qui tapotent le live. Encore une fois, le lien entre organes et chakras, merci à toi. On peut parler par exemple des symboles. Le lien, en fait, les deux sujets sont intéressants. Des affinités énergétiques, non, je te dis au pif. Les sujets intéressants ce que je vous proposer. La démonologie fait partie de l'occulte. Oui, la démonologie fait partie de l'occulte. Ouais. Parler de trucs mystiques, la magie noire dans différents pays. Alors, la magie noire dans différents pays. Le lien entre les chakras et les organes, ça peut être un truc intéressant. De toute façon, ce sujet du lien, le principe des symboles, des affinités énergétiques, la démonologie, on peut réunir ça dans un seul live. On va parler mardi de la magie noire, effectivement. On va parler de la mauvaise magie de par le monde. Merci pour les 20K, d'ailleurs. Moi, ce que je pourrais te conseiller, Renaissance, pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la méditation, ça serait justement de travailler à te connecter, en fait. En fait,
quand tu vas méditer, il faut toujours garder à l'esprit. euh, Bah écoute, tu vois, Bicool, le mardi, on va parler de la sorcellerie, de la magie noire dans le différent, de par le monde, mais aussi de par l'histoire. Et je parlerai justement de la constellation, du contresort, en fait, de tous les soins des différents niveaux de tout ce que ça propose. Parce qu'effectivement, tout ça, c'est la réponse à ce genre de cas. Et pour commencer la méditation, je te conseillerais, Renaissance, de d'abord travailler ta respiration. Apprends à respirer le plus souvent par le nez. Apprends justement à te concentrer sur ton souffle, ça sera une bonne base. Après, le reste viendra. Parce que quand on concentre sur son souffle, on détend le corps, on dirige l'attention, ça permet après d'atteindre des états de conscience plus profonds. Parce qu'on va vous dire arrête de penser, c'est pas la bonne étape. Il faut plutôt se dire concentre-toi sur quelque chose au point que le reste devient secondaire. Et la respiration, c'est le meilleur élément parce que ça va détendre ton corps physique et ça va diriger ton énergie au niveau éthérique, entre autres. Sur ce, ben voilà, on va parler donc. J'ai une question extrêmement importante. Qu'est-ce que le One Piece d'après toi? Au plaisir, Renaissance. Le One Piece. Alors là, très bonne question. Franchement, j'avoue, j'ai jamais trop réfléchi à ça. J'y penserai et je te donnerai une réponse plus tard. Parce que le One Piece. Je pense pas que ce soit un trésor en mode pièce d'or, ça c'est clair. Par contre, ça c'est sûr. Possible que ce soit un artefact antique. Parce que, à mon avis, vu qu'on parle des armes antiques de One Piece, tout ça, ça peut dire pas mal de choses. Le One Piece, c'est possible que ce soit peut-être, ouais, quand on parle d'artefacts antiques, ça peut être par exemple l'origine de tous les peuples, parce qu'il y a une diversité très vaste de peuples dans l'univers de One Piece. Il y aurait donc, ça serait, le One Piece, une seule pièce serait loin de les unifier tous, c'est tout à fait possible, hein. En tout cas, je sais que Eiichiro Oda, il a littéralement enterré sous l'eau un coffre au trésor à One Piece. Donc, intéressant. C'est-à-dire qu'il met dans la matière quelque chose qui est déjà dans le plan spirituel. En tout cas, bah, moi, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end, hein. Je vous remercie d'avoir participé à ce live, de l'avoir regardé, de l'avoir écouté, de l'avoir commenté, de l'avoir aimé, de l'avoir publié, partagé, vous être abonné. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation. On va se dire à mardi pour parler justement de la pratique de la mauvaise sorcellerie. On va parler du fonctionnement des contresorts, des déblocages, des constellations, etc. Et les pratiques au travers du monde associées à la mauvaise sorcellerie. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, naturellement. Je rappelle encore une fois que vous pouvez me contacter en privé pour mes différents services, que ce soit pour rejoindre l'information sur combat occulte, pour les constellations, les déblocages et tout ce qui va avec. Vous pouvez également passer par mon lien Beacons et vous aurez accès à mon livre ainsi que un calendrier pour pouvoir sélectionner une consultation. Sur ce, je vais vous dire bonne journée, bon après-midi et bon week-end.